Bonsoir, bienvenue sur Wrestles Radio pour ce numéro de Late Night Wrestles consacré à SummerSlam. The biggest event of the summer est désormais terminé et l'équipe qui m'accompagne ce soir va probablement avoir beaucoup, mais alors beaucoup à dire sur ce pay-per-view. Enfin, de toute façon, ils sont payés bénévolement pour ça. On va faire donc un petit tour de table virtuel pour présenter les chroniqueurs du soir. Il était absent pour Battleground, j'ai donc profité de cela pour cacher ma lettre de Money in the Bank pour prendre son titre d'animateur. C'est Brousty qui est avec nous. Salut mon petit Rollins. ça va très bien, ouais, ma foi, mais c'était bien drivé le précédent, donc on va continuer sur cette voie. La place de chroniqueur est pas trop désagréable. Non, ça fait du bien de parler un peu plus. Ensuite, c'est notre Wikipédia personnel, c'est Renaud qui est avec nous. Bang! Salut Pierrot et salut tout le monde. Ça va bien? Chaud? Ouais, ça va tranquille, ouais, je suis chaud comme la braise. Notre prochain chroniqueur est notre superviseur des ALS Ice Bucket Challenge qui sont réalisés par les divas. C'est Gus qui est ici avec nous. Salut tout le monde. Ça va bien? Ça va, ouais. Je suis en train de mater un Ice Bucket Challenge avec Nicky Bella, donc c'est plutôt cool. Malheureusement avec un t-shirt noir. Ouais, putain, Voilà. Quelle méchante. C'est bien. Et enfin, nos petits nouveaux de la soirée, les deux premiers stagiaires de France à faire autre chose que servir le café. On va d'abord accueillir Thierry, qui est avec nous. Bonsoir à tous, messieurs. Comment ça va? Écoutez, super. T'es content d'être avec nous? Franchement, je suis dégoûté, ça me fait chier d'être avec vous. Franchement, j'en ai marre, ça y est, je me casse. Allez. Ouais. Ah, ok. Bah c'était bien, hein. Bon, et le second qui est avec nous, c'est Thibaut. Salut à toi. Salut à tous, je suis ravi d'être avec vous aussi ce soir, et voilà. Pas trop stressé? Un peu, ouais. On a un nouveau qui stresse. Ouais, de toute façon, mignon. on l'est tous. C'est mignon. De toute façon, le stress ne part jamais. Le trac, c'est bon. Il y a point S. Bref. Tu sors, Renaud. Oh putain, quelle transition pardon, folle. mais là, c'est pas vous grave. avez abusé, les gars. C'est pas grave. L'équipe est au complet. On vous rappelle d'ailleurs, pendant le podcast, vous pouvez interagir sur Twitch. Comme je vois qu'il y a des personnes qui sont déjà là, hein, je vois XX, Euroman, Empire, tout ça, et Top Level qui est toujours là, Top Level. Et vous pouvez aussi interagir sur Twitter avec le hashtag WRLive, donc on attend vos commentaires, on lit ça pendant l'émission, on interagira s'il y a moyen, et voilà. Donc d'ici là, jingle. On se retrouve donc au Staples Center de Los Angeles, comme d'habitude, pour SummerSlam 2014, avec un kick-off. Bon, maintenant, on a pris l'habitude, avec des multiples promos pour un certain WWE Network. On sait pas trop ce que c'est. C'est assez vague hein, quand même comme concept. J'ai pas du tout l'impression qu'on nous le mettrait. Et un match entre deux catcheurs. Plus ou moins en vue, hein, pas du tout même. Rob Van Dam qui bat Cesaro en 8 minutes 5 pendant ce kick-off. Cesaro qui descend dans la carte un peu dramatiquement. Brousty, toi qui as vu le kick-off, qu'est-ce que t'en as pensé de ce match? C'est sûr que ce match il sort de nulle part parce qu'ils avaient une rivalité. On se souvient à l'époque où Cesaro était encore. C'était Extreme Rules. C'était sa première rivalité après le André the Giant. Ouais, c'est ça qui était drivé par Polyman à l'époque encore. Ouais, Cesaro. Voilà. Puis depuis qu'il est plus drivé par Polyman, c'est sûr c'est la descente, c'est défaite sur défaite. On dirait presque une analogie à la Damien Sandow que j'espère pas quand même à l'arrivée. Quand on sait ce que Damien Sandow est devenu le pauvre. Van Damme aussi, ma foi, il arrêtait pas de perdre. Donc du coup, il y en a un qui allait enclencher un nouveau chapitre et puis voilà. C'est RVD, le match était bon, y a pas de souci, c'est de bons catcheurs, y a rien à dire là-dessus, c'est sûr, c'est la palissade. Et la curiosité, c'est que le lendemain, on en parlera, je crois pas trop plus tard, mais ça a enclenché bizarrement pour les deux une série vraiment positive. Parce que Cesaro a encore gagné le lendemain, plutôt a retrouvé le goût de la victoire, et RVD a fait le tomber sur Randy Orton aussi. Donc voilà, c'était pas mal. Enfin, je rappelle parce qu'il y avait Ric Flair dans le panel aussi. Cesaro, il a quand même battu notre loser qui s'appelait Swagger, donc c'était pas non plus... mais Swagger l'avait battu avant SummerSlam, donc c'est quand même, ça reste positif. Cesaro est quand même en train de largement flotter dans le roster. Thierry, toi aussi t'as vu le match, qu'est-ce que t'en as pensé? Oui,
Bah, honnêtement, c'est un match qui était plaisant à regarder, même si je vous avoue que j'aurais préféré voir ce match dans le SummerSlam, le vrai SummerSlam, et pas en pré-show, quoi. Après, ben c'est plutôt bien que ce soit placé en kick-off. Hein. C'est fait pour attirer un peu le monde. Et puis il y avait la promo du WWE Network en même temps. Donc du coup, Oui, ça fait c'était assez participer, mais bon. pratique. Donc, ben, on va se lancer directement dans le show avec Hulk Alors qu'on n'a Hogan. toujours pas de réaction Twitter au hashtag WR Live. Tu vas pas m'attraquer comme le 999, hein, ça, Mais pourquoi pas? Ah non, non, non. Non, le 999, c'est Hulk Hogan qui l'a matraqué d'entrée dans ce SummerSlam. Il a ouvert le show, ben, avec ses catchphrases habituelles, de la promotion et un petit peu, voilà quoi. Il a hangué la foule de manière à promouvoir encore ce WWE Network. Décidément, je vais y arriver. Ce qui est un peu bizarre, hein, parce que bon, les gens qui regardent le pay-per-view sont censés déjà l'avoir acheté, le WWE Network. Non? Si? Enfin, Il y a encore ceux qui achètent à la carte, hein. ouais, bah oui. Ouais, mais bon. Voilà. Bref. C'était Donc, histoire d'avoir Hogan aussi. Bon. oui, bon, c'est C'est toujours histoire sympa d'avoir de de l'avoir. l'audience aussi. Ça reste un pay-per-view, donc généralement les gens achètent d'avance. Premier match de la soirée, un match pour le titre directement, un match pour le titre intercontinental entre Dolph Ziggler et The Miz. Dolph Ziggler qui bat The Miz en 7 minutes 52. Thierry, qu'est-ce que t'as pensé de ce match? Enfin, il regagne le titre. Honnêtement, lorsque j'avais vu Battleground, le Miz, alors si je me trompe pas, c'était à Battleground que le Miz a gagné la Ah oui, ceinture. oui, sur une Battle Voilà. Royale où il se cache pendant tout le match. Où il se cache pendant tout le match. On l'a vu venir gros comme une maison. Ziggler qui récupère le titre à SummerSlam et en plus dans un bon match et dans une bonne performance. Voilà, on peut pas rêver mieux, quoi. Du coup, Renaud, est-ce que t'es d'accord avec Ouais, je vais rejoindre Thierry. J'ai trouvé le match plutôt pas mal. Bon, c'est pas exceptionnel non plus, mais je m'attendais pas à ce que ça soit exceptionnel. Donc, c'est un match du niveau de carte des deux, quoi. Surtout avec The Miz sur. c'est ça exactement. Voilà, Ouais. c'est ça, ouais. Ils sont affrontés plusieurs fois, ça a toujours donné du correct, voire du bon. Là, ça change pas, c'est pareil. Donc, je suis satisfait de l'opener, c'est pas mal. Et ça fait plaisir pour Ziggler, qui enfin retrouve une ceinture, parce qu'il avait plus le titre intercontinental depuis 2010. Bon, bah apparemment vous avez l'air assez positif sur cette victoire de Ziggler, mais est-ce que avoir le titre intercontinental c'est vraiment bénéfique pour lui? Non, Je sais c'est le faire repartir de zéro, complètement de zéro. Pour toi, c'est faire repartir de zéro. Et oublier son titre de champion du monde poids lourd qu'il a eu il y a pas si longtemps que ça. C'était peut-être l'année dernière encore, donc c'est pour ça que je dis qu'il était retombé vraiment très très bas et que ça le faisait repartir de zéro. Oui, je suis pas d'accord avec ça parce que je pense que déjà Ziggler a été mis pas mal sur la pente. C'est sur la et, pente descendante, oui. Oui, c'est ça. Voilà. Et du coup, le fait de gagner le titre, bah déjà, ça annonce un push. Pour moi, je trouve que ça annonce un push. Alors après, je sais pas si ça va faire comme Kofi Kingston, c'est histoire de meubler le titre, hein, parce que qu'on soit d'accord avec Kofi Kingston, quand il gagne le titre, c'est surtout histoire qu'on ait un champion. Mais après, c'est mon avis. Partagé par beaucoup de monde. Bruce Lee. Ben ouais, moi je pense aussi que c'est un marchepied aussi un petit peu pour remettre Ziggler, parce que le titre intercontinental c'est pas le titre US, il a regagné quelques lettres noblesse récemment. Bon, avec Barrett c'est sûr qu'il a perdu sur blessure, donc c'est revenu quand même un petit peu, il a de la valeur maintenant un petit peu dans les shows, il y a des matchs un petit peu à chaque show, donc il y a pas de souci. Après en plus il se dirige vers une rivalité je pense contre Barrett quand ce dernier reviendra de blessure, donc ça peut donner du bon, donc il y a pas de souci là-dessus. C'est bien pour lui. Et une petite question, est-ce que l'absence de titre World Heavyweight prive certains catcheurs d'exposition? Parce qu'on voit beaucoup de mid-carders se perdent, on voit Cesaro qui est en kick-off alors que... Oh oui, voilà, ça c'est... Ça, c'est est-ce que, la question éternelle, je est-ce, dirais, oui. est-ce que finalement un seul titre c'est pas trop peu ou est-ce que il faut justement qu'il y ait trop peu de titres majeurs? Bah, le problème, je pense, c'est en fait depuis qu'il n'y a plus vraiment d'identification de brand qui a un seul titre. Parce qu'à l'époque, ça marchait très bien quand il y avait Raw et SmackDown vraiment dissociés. Mais là, ça marche plus malheureusement et puis ça prive, c'est vrai, énormément de catcheurs de visibilité. Ouais. Top Level dit d'ailleurs que gagner le titre intercontinental, c'est continuer sa descente aux enfers. Bon. T'as pas complètement tort, hein, parce que bon, les titres sont voués à... Les titres mid-card, sont voués soit à disparaître, soit à être fusionnés, donc... Bah, titre mid-card, les faire tous disparaître, je pense que c'est un peu exagéré. Hein, mais... Peut-être le US. Ouais, peut-être le US, parce que bon, encore une fois, il n'y a pas de match US sur cette carte. Hein. Ouais. Sheamus, on oublie presque que c'est Sheamus le champion. Le titre US, c'est un petit peu le syndrome TNA Television Championship. On a oublié à un moment donné qui était le champion et c'est triste d'en arriver là pour un titre. On va donc passer à la suite avec un autre match pour le titre des Divas cette fois-ci avec Paige qui bat Edgy Lee, donc un deuxième changement de champion.
championne du coup ici avec Paige qui réalise un DDT en contrant j'ai perdu le nom de la soumission d'AJ. Black Widow. De Black Widow, merci, voilà. Merci Wikipédia. Merci Renaud. Ou Wikipédia, vous l'appelez comme vous voulez. En 4 minutes 57, donc Paige Shiba et Gilly. Il y a Kevin Fages sur les réseaux sociaux qui nous avait partagé son avis, qui avait dit que c'était 2 grandes lutteuses, mais que le match était décevant, que le match serait peut-être de meilleure qualité s'il y avait un peu plus de temps pour les deux catcheuses. Et encore un changement de titre au niveau des divas, et il a très peur pour cette division car seuls Gilly et Paige sont capables de la tenir. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, messieurs? Brousty, est-ce que tu es d'accord? Ouais, elles sont très au-dessus des autres in-ring, même si, non, bon, je mets une petite nuance à Natalia, bien sûr, mais Natalia, maintenant, elle est plus, je dirais, pour se mêler un petit peu entre les deux, pour faire des bons matchs, des fois, comme elle fait ces temps-ci, parfois, elle fait des bons matchs, des matchs très courts, quoi. Mais, c'est toujours mieux que de voir Eva Marie, par exemple, c'est sûr, sur le devant de la scène. Non, il n'y a pas photo, vraiment, c'est les deux Eva meilleurs. Marie. Et puis non, vraiment c'est les deux meilleurs, et c'est sûr que je partage aussi ce regret. C'est un match très court de moins de 5 minutes, donc comme tu l'as dit, 2 fois moins que Stephanie McMahon contre Brie Bella, et on voit que la WWE ne peut pas tenir 2 rivalités féminines en même temps, et que malheureusement celle qui est dévaluée, c'est la meilleure in-ring. Thibaut, qu'est-ce que tu as pensé de ce match? Qu'est-ce que j'ai pensé de ce match? Très court, malheureusement très court, et justement moins impressionnant de ce qu'on a vu de leur rivalité. Mais le souci, c'est que justement, c'est 2 seules catcheuses les plus performantes à la WWE, parce que quand tu vois des nanas telles que Eva Marie, je pense que tout ça est à cause déjà du show Total Diva, parce que c'est un peu ça qui met un peu en avant les divas, et que si tu regardes pas le show, je pense qu'il y a personne qui regarde le show de toute façon. Si tu regardes pas le show, de toute façon, tu comprends pas pourquoi les divas elles sont mises en avant telles que des nanas telles que Eva Marie, qui pour moi c'est pas une catcheuse, c'est une top modèle, et qui fout rien sur le ring. Elle vend que dalle, mais elle est mise en avant. On sait pas pourquoi, parce que elle a un rôle majeur dans Total Diva, tout simplement. C'est insensé, mais c'est comme ça. Est-ce que vous avez pas l'impression qu'elles ont voulu trop en faire pour le laps de temps qui leur était donné aussi? Parce qu'on les voit faire beaucoup de choses rapidement, et c'est peut-être un peu trop court pour s'exprimer, non? Je suis assez d'accord avec toi, Pierre, parce que j'ai trouvé qu'elle était très agressive, Paige, pendant le match. Pour ce qui est de l'avenir de la division Diva, par contre, je ne m'inquiète pas du tout quand je vois les divas de NXT. Oui, les divas de l'NXT, elles sont parfaites, par contre. Quand tu vois des nanas telles que Charlotte, c'est... Charlotte, il y avait le match Charlotte, ça, il y avait le match Charlotte Natalia qui avait été NXT, le second show spécial event NXT. Oui, on en avait parlé d'ailleurs. Qui était vraiment excellent, qui passait, qui était excellent match, qui était de 15 minutes, et c'était un des matchs les plus longs de la soirée. D'ailleurs, Takeover 2 sera diffusé au mois de septembre. Et c'est un pay-per-view à ne pas louper, enfin spécial event comme il l'appelle. Ça n'a pas loupé parce que franchement, en plus avec les arrivées de Kenta, Devitt et puis de Kevin Steen aussi, il y a vraiment du talent qui arrive derrière, donc c'est un choix à ne pas louper. Nous, par contre, on va rester sur ce show, sur SummerSlam, et on va passer à la suite avec un flag match. Rusev qui bat Jack Swagger par KO. Rusev qui était toujours accompagné par la ravissante Lana, et Jack Swagger par le un peu moins ravissant Zeb Colter. Ce match a duré 8 minutes 55. Renaud, qu'est-ce que tu as pensé de ce match? Bon, déjà, j'aimerais dire que c'est pas un flag match, alors que la WWE nous annonçait un flag match. Le flag match, tu dois... On avait déjà eu avant des flag matchs. Oui, il y en a eu des très bons, notamment un qui avait eu lieu à Raw en 97, un 3 contre 3 à la Hart Foundation. C'était Bret Hart à l'époque avec Owen Hart et le British Bulldog, qui avait affronté 3 main eventers, Undertaker, Steve Austin et Dude Love, c'est Mick Foley. Il y a eu Hogan aussi contre Nikolai Volkov en 85. Il y en a eu un petit peu dans l'histoire comme ça, des flag match. Mais le flag match, tu dois décrocher ton drapeau. Une fois que tu as décroché ton drapeau, tu as gagné le match. D'ailleurs, le dernier de l'histoire, c'est Ted DiBiase contre Hunico à SmackDown. DiBiase avait décroché son drapeau. Bon, voilà. Et il avait gagné le match. Là, c'est pas ça. Yes! Ouais, calme-toi. Gus, dès qu'on parle de Ted DiBiase, un peu de la nostalgie. Voilà. Donc, mais enlever le fait que ça soit, qu'ils nous ont pris un peu pour des billes, parce que c'est pas vraiment un flag match. J'ai trouvé le match en lui-même plutôt bon, avec un travail de Rousseff toujours très solide. J'aime beaucoup ce qu'il fait, moi, Rousseff. Et j'aurais même voulu que ça dure un poil plus. Et je trouve aussi que Swagger s'en sort plutôt bien parce qu'il abandonne pas. Swagger, au final, il perd connaissance. Donc il a aussi la fierté américaine de pas abandonner. Donc j'ai trouvé ça pas mal dans le booking à ce niveau-là. Thierry, est-ce que tu es d'accord avec ça?
Je trouvais que c'était un très bon match aussi. Rousseff toujours aussi solide, qui représente bien la patrie de la Russie, de la Sainte Mère Russie. Mais c'est vrai que je m'attendais aussi à que ce soit un vrai flag match. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça que dans les pronostics, beaucoup ont parié sur Swagger, parce que tout le monde pensait que si ce n'était pas le tombé qui comptait, ben Swagger pouvait éventuellement gagner le match. Mais très bon match dans l'ensemble et victoire de Rousseff, je suis assez satisfait aussi. Est-ce que Rousseff fait un Monster League assez convaincant pour la durée, Thibaut? Qu'est-ce que tu penses de Rousseff en général? Il peut vraiment entrer dans les main eventers, ce type, hein, parce que c'est vraiment l'image de la WWE. Ils veulent des gens qui soient puissants, à la fois divertissants. Franchement, il a le charisme pour. Bon, après, c'est vrai que avec Lana qui fait ses promos qui sont très controversées de nos temps avec l'histoire de la Russie et de l'Amérique, faudrait pas que ça le mette sur la touche à Rousseff. Donc du coup, mais à part ça, c'est un excellent catcheur. C'est un excellent catcheur, c'est tout ce que j'ai à dire. Bon, on va passer à la suite, à part si quelqu'un a quelque chose à dire sur ce match. Juste à préciser que il a été annoncé aujourd'hui que Rousseff et Lana seront à Paris le 12 novembre. Donc ce sera Ah oui. bien. Surtout pour C'est vrai. À Bercy, donc le 12 novembre, le show de la WWE. Hein, les places sont en vente toujours. Et on y sera. Enfin, certains d'entre nous y seront. Donc bon, on s'y retrouvera peut-être. Enfin, on vous donnera plus ample information au fur et à mesure des mois, en tout cas. Donc on va passer à la suite, messieurs, avec Seth Rollins qui bat Dean Ambrose dans un Lumberjack match en 10 minutes 52. Gus, qu'est-ce que tu as pensé de ce match? Ah ben moi je me suis régalé, sauf la fin. Alors pourquoi je me suis régalé? Parce que pour un Lumberjack match, il y a eu de l'action, les bûcherons n'ont pas servi à rien pour une fois, je les ai trouvés plutôt bons et cohérents dans l'histoire de ce combat, mais j'ai été vachement déçu par cette fin qui se finit en eau de boudin pour moi, avec l'arrivée de Kane qui est peut-être prévisible, certes, mais pour moi qui a complètement gâché ce qui s'est passé avant, quoi. Donc j'ai été vraiment déçu par cette fin qui aurait peut-être dû mériter quelque chose de mieux pour un grand match. Thibaut. J'ai adoré le match, moi aussi. Le seul souci, c'est la durée du match. C'est trop court, justement. Je pense franchement que ce match est trop court, et surtout que ça part beaucoup en sucette avec l'arrivée de Kane, justement. C'est dommage, on sait qu'ils sont capables de beaucoup, ces deux types, mais on les met pas en avant. Alors peut-être que c'est prévu justement pour un meilleur match, un plus gros match entre les deux qui sera vraiment à la loyale. Je l'ai adoré, mais j'avoue qu'il était pas forcément classe. On en reparlera, mais il y a eu un match par la suite à Raw, avec un final assez brutal. Brucey, par contre, toi, qu'est-ce que tu as pensé de ce match? Est-ce que tu penses que la rivalité pourrait continuer, bon, un peu plus tard avec les événements de Raw? Oh ben ça va de soi, parce que de toute façon, il faut bien se dire que c'était le tout premier match en show, en tout cas télévisé, parce qu'à notre show, ils en ont fait déjà beaucoup. Mais c'était le tout premier match déjà en show télévisé direct entre les deux, parce que jusque-là, forcément, on était dans l'histoire de Seth Rollins qui fuyait l'affrontement. Donc voilà. Et d'ailleurs, moi, je suis évidemment pas d'un avis positif sur ce match, parce que paradoxalement, vous voyez, dans le Lumberjack match, on a la garantie que les deux gars s'affronteraient. Sauf que là, non. Il y a eu très peu d'interaction directe entre les deux. C'était beaucoup d'interaction avec les autres, avec beaucoup de spots, je dirais, pour faire le spectacle. Mais d'accord, c'est très très bien. Mais le problème, c'est que j'ai pas assez vu d'affrontement entre les deux. Et là aussi, je rebondis pareil que Thibaut. Il y avait aussi un manque de durée, c'est allé beaucoup trop vite à part de l'arrivée de Kane qui a déclenché la fin du match, qui moi m'a pas dérangé, c'est exactement ce à quoi je m'attendais. La manette utilisée, c'est toujours comme ça en général. Ils ont le potentiel pour donner quelque chose de bien. Et je pensais dès maintenant que ça aurait pu être déjà le cas, il serait d'âme encore. C'est ça qui est couillon. T'es d'accord avec ça, Renaud? Non, moi j'ai bien aimé le combat. C'est sûr qu'il se réserve un peu, ouais, mais je pense que c'est vraiment deux genres de types qui pourraient s'affronter 4 fois de suite en pay-per-view. Moi ça me dérangerait pas. Tellement les deux ils sont énormes, et je pense qu'ils peuvent vraiment pousser le truc jusqu'à Hell in the Cell et faire un bon match même dans la cage, quoi. Je pense sincèrement que c'est possible, mais bon, après c'est un Lumberjack match, on s'attend pas trop à ça. C'est la première stipulation qui arrive, c'est celle-là. C'est vrai qu'on pourrait s'attendre plus à un Extreme Rules ou autre chose, Falls Count Anywhere ou quoi. C'est un Lumberjack, mais bon. Il y en a des tas, ouais, des stipulations, ouais. Ouais, c'est sûr. Vous êtes d'avis pour dire que cette rivalité doit continuer de toute façon? Complètement, ouais. Bah, moi, je la vois même carrément jusqu'à TLC tant qu'à faire, voilà.
Bah, c'est pas possible. Ambrose se casse pour tourner un film. Oui, mais bon, ça peut revenir Ouais, après. mais combien de temps il va partir quoi. Mais TLC, Bon, c'est en un décembre, film, non, si je m'abuse. c'est un film WWE, hein. Il a le temps, enfin, il part 5 semaines, Oui. il revient. Hein. C'est ça, oui, c'est comme Sina, hein, dernièrement, il s'est absenté aussi. C'est pas des Ça se tournages de 3 mois, quoi, ça se gère. Voilà. On va passer à la suite avec un match que beaucoup attendaient. Il y a eu un premier match à Battleground où Chris Jericho avait battu Bray Wyatt. Et là, du coup, ben, c'est l'inverse. C'est Bray Wyatt qui bat Chris Jericho en 12 minutes 57 avec son sister Abigail. D'abord fait hors du ring, puis après sur le ring. Thierry, qu'as-tu pensé de ce match? Je suis quand même content du match, même si bien sûr j'aurais aimé que ce soit Jericho, mais la logique veut que ce soit Bray Wyatt qui remporte ce match. Mais je suis content parce que je trouve que ce match a bien mis en avant l'agressivité de Bray Wyatt. Jericho dans ce match a fait un retour avec un countdown. Bon, ça n'a pas de rapport avec le match, mais ça a fait un peu plus revenir le vrai personnage de Y2J. Mais pour ce qui est du match dans l'ensemble, je l'ai trouvé plutôt bon. Certes, un peu court. Je suis assez content pour Bray Wyatt, que ça a pu bien le mettre en avant et ça a pu bien montrer sa domination et son agressivité. J'ai envie de lancer une question qui fâche tout de suite. Est-ce que Jericho est encore assez over pour pusher les jeunes comme ça? Ou est-ce que, bah justement, vu que Jericho revient, on a toujours l'impression que c'est pour faire ça et que du coup, il est plus assez crédible pour ça? Comme c'est un gars qui a plutôt tout fait dans la WWE, il a gagné des nombreux titres, il a affronté presque tout le monde. Je pense qu'il peut encore continuer pour former des jeunes. À un moment, je me demandais pourquoi il n'avait pas de match de titre, mais il n'en a plus besoin. Franchement, la seule chose qu'il peut faire en revenant à la WWE, c'est mettre les jeunes en avant et montrer aussi aux spectateurs qu'il a encore ça dans le sang et qu'il peut encore offrir des bons matchs. Y2J, il n'a plus rien à prouver. De plus, en parallèle, il a son groupe Fozzy qui prend quand même pas mal de temps sur son emploi du temps, et du coup... Qui prend de l'ampleur aussi. Oui, et du coup, lui, aller à la WWE, c'est juste quoi, s'amuser, quoi, et entraîner les jeunes. Merci Thierry Roland et Thibault Larquet. C'est une belle coopération. C'est un plaisir. Renaud, est-ce que tu es d'accord avec ce qu'ont dit nos deux camarades? Ouais, je suis à peu près d'accord. Bon, après, Jericho, c'est pas un has-been, hein. Il n'a pas non plus 80 balais, le mec. Il peut non, loin de là. Hein. Ouais, non, mais il peut toujours donner des bons matchs et même on peut être surpris aussi. Il peut peut-être quand même gagner un titre dans l'avenir. Ouais, voilà. Est-ce qu'il a pas un peu un manque d'ambition quand même quand il revient à chaque fois pour moi, je trouve que bon, c'est un peu trop poussé à l'extrême cette histoire de mettre les jeunes en avant. C'est très bien ce qu'il fait, c'est très bien comme ça se passe. C'est toujours un très bon catcheur, mais bon, ça reste Chris Jericho et il est pas non plus fini. Et je pense sincèrement qu'il peut encore toucher au titre de champion du monde. Ça me dérangerait pas. Franchement, si demain Jericho est champion du monde, moi ça me surprend pas non plus, quoi. Je veux dire, faut pas. Ça a été un grand catcheur, il a encore les capacités. Je trouve que c'est un peu trop poussé à l'extrême cette histoire de mettre les jeunes en avant. À chaque fois que Jericho perd, maintenant on dit ouais, de toute façon il est là pour ça. Je pense qu'en fait Jericho lui-même ne pense pas gagner un titre de championnat du monde. Il vient juste pour la déconne, je pense, à la WWE, parce que. Ouais, je pense que c'est ça aussi. Et dans tous les cas, s'il devait gagner un titre, il ne le gagnerait pas tant qu'il continuerait ses tournées avec Fozzy, parce que quand il revient à la WWE, c'est juste une histoire de quelques mois. Ensuite, il repart faire une tournée. Si à un moment il fait une petite pause avec Fozzy, qu'il décide de revenir à plein temps à la WWE, là éventuellement il pourrait envisager de regagner un titre, que ce soit le titre intercontinental pour agrandir son record de 10 règnes, ou éventuellement regagner le titre WWE, quoi. On a Top Level sur Twitch et est assez d'accord avec Renaud pour dire que Jericho peut rien faire d'autre tant qu'il reste sur des périodes trop courtes de 6 mois comme ça, c'est un peu trop court. C'est Thibaut qui disait ça, je ne sais plus. C'est pas grave. Brucey, t'avais un avis? Ouais, parce que sur le plan de match, la fin et tout, ça rappelait beaucoup en fait ce qui avait été fait entre Bray Wyatt et Daniel Bryan au Royal Rumble. Là. Tout à fait. Attends, il y a un petit commentaire de Bibou qui est un peu ironique, qui dit que c'est vrai que la WWE ne mettra jamais un part-timer champion suprême. Ils n'ont jamais fait ça ces dernières années, c'est vrai. The Rock. Voilà, on va vite oublier ça. Donc, vas-y, continue, moi aussi. Le champion actuel Et part-timer, oui, voilà, oui, c'est vrai aussi. Mais un peu plus fréquent quand même. Brucey. Bon, la comparaison était inévitable avec le match contre Bryan. Forcément, c'était un petit peu en dessous parce que le rythme était moins élevé. Mais ça a rehaussé Bray Wyatt parce que le match précédent avait peu de saveur, peu de rythme et avait beaucoup moins emballé la foule. Voilà, j'y arrive. Et il y a aussi un truc qui montre, c'est que la dernière fois, Wyatt était aidé par Owen Harper et il a perdu. Là, cette fois-ci, il était archi tout seul, il a gagné. Et ça donne aussi une certaine idée, sachant que Owen Harper perd beaucoup depuis
depuis quelque temps. Ils sont éloignés maintenant même du titre par équipe qu'on pensait qu'ils auraient pu logiquement avoir, et puis finalement non, carrément éloignés. Peut-être qu'ils reviendront, on peut espérer pour eux. Mais je me demande si c'est pas entre guillemets le début d'une scission dans la Wyatt Family, sachant qu'ils ne les accompagnent plus. Le personnage de Bray Wyatt peut vivre tout seul. Hein. Bah, là, on l'a vu le lendemain, c'était vraiment tout seul, très indépendant des deux déjà, donc c'est à voir. Et on l'a vu à travers la rivalité avec Jericho, au fur et à mesure, c'était vraiment seul à seul. Hein. Donc, je pense que ça va aussi dans ce sens. J'ai pas plus mal parce que les deux parlent très bien, alors du coup, c'est pas la peine d'avoir des. Ouais. Mais je pense aussi que ça marque un virage, voilà. Un an après, la Wyatt Family peut se dissocier. On va passer à la suite, messieurs, avec un match qui a été assez mis en avant. C'est Stephanie McMahon qui bat Brie Bella avec un pedigree après une trahison de la sœur de Brie Bella, de Nikki, qui a giflé sa sœur. Et ça a duré 10 minutes 16 quand même cette affaire. Gus, Oui, j'attends ton commentaire. oui, Avec impatience. avec impatience. Tout le monde attend. Tout le monde veut savoir ce que je pense de ce match. Oui. J'ai rien à penser du match. Il était correct, cela dit en passant. Je m'attendais vraiment à pire. Mais mon Dieu, oh my God, the big ass of Nikki Bella is awesome. Voilà. Juste à Nikki Bella, il lui voue un ouais. culte depuis. Enfin, il va devoir battre John Cena pour ça. Enfin bref, voilà. Ouais, T'as dit quoi? Il lui vaut un culte? Un culte. Ok. Oui, un culte. Ok. Il y a un TE à la fin. D'accord, ok. Je l'ai vu On va se calmer. de la personnalité. Bah tiens, Thierry, qu'est-ce que tu as pensé de ce match? Bizarrement, ce match m'a surpris. Déjà parce que je m'attendais pas à revoir la Stephanie McMahon de l'Attitude Era. Ça déjà c'est bon pour le business. Mais aussi parce que j'ai trouvé que Stephanie n'est pas aussi impressionnante qu'avant, mais je veux dire elle a quand même bien gardé le rythme du catch. Donc même si le résultat ne me surprend pas, puisque Renaud et moi nous pensions que Nikki allait trahir sa sœur. Mais c'était un match plaisant à regarder et c'est vrai que ça fait plaisir de revoir la patronne recatcher et renfiler les bottes, quoi. Tu parles de sa forme physique. Il y avait une vidéo sur internet un peu comparable à celle qu'avait fait Triple H avant son match face à Daniel Bryan à WrestleMania, où tu la vois s'entraîner. Les deux sont des dingues, c'est des tarés, quoi. Ils se font des entraînements assez officiels, mais du coup ils sont souvent en forme au bon moment. Ils sont pas seulement dirigeants, ils sont toujours en forme physique. Top Level qui dit que c'est la meilleure faute du moment et que Steph est la meilleure heel du moment. T'es d'accord avec ça, Thibaut? Je dis tout de suite, j'aime pas du tout cette rivalité et je n'aime pas du tout la fin. Je n'aime pas du tout la fin de ce match parce que déjà c'était attendu, parce que on a eu déjà quelques petits clins d'œil durant leur promo, quoi que ce soit, genre justement le coup de Brie qui manipule Nikki. Et ce genre de choses, et bien sûr le fait qu'elles se retrouvent tous les deux face à Stephanie, et que dans ce genre de cas, ça a toujours été la même chose quand t'as deux faces qui se retrouvent face à un heel, t'as sûrement un face qui va se retourner contre son partenaire. Jeff Hardy et Matt Hardy contre Edge. Oui, un truc comme ça par exemple. Et ce qui me fait encore plus rager, c'est les raisons pour lesquelles Nikki a trahi Brie. Parce que si vous avez vu Raw, la promo de Nikki n'a aucun sens. C'est du classique, hein. C'est du classique, c'est quand même. Bah oui. Ouais. C'est du classique, ça a toujours été comme ça. Les raisons de Nikki sont débiles, quoi. C'est fait exprès, c'est genre, mon mari est meilleur que le tien, il est musclé et tout. Bah, c'est les raisons Total Diva. J'ai un 95E et toi non. Enfin voilà, non, ça pas un reste. 95E, mais. Est-ce que vous trouvez pas que cette rivalité est un peu copié-collé sur celle avec Daniel Bryan? Voilà, quoi, c'est la version féminine de Triple H Daniel Bryan, quoi. Moi, je dirais que c'est dans la continuité, hein. Ouais. C'est les femmes qui prennent un peu le pouvoir. Moi, j'aime bien comme c'est fait. J'ai trouvé aussi les deux femmes préparées et très concernées. Donc, c'est très bien. Et puis Stéphanie, ça faisait un vrai moment qu'elle était plus montée sur un ring en pay-per-view. Je crois que la dernière fois, c'était un No Mercy 2003 contre son père. Dans un Equity match. Donc, ça fait vraiment un bail. Est-ce que tu peux nous dire l'heure précise à laquelle? Ah non, j'aurais pas l'heure. Désolé, mais c'était vers la fin de la soirée, quand même. T'étais à ça d'être parfait, non? Ouais. Mince. Wow. Rien d'autre à dire sur ce match? Peut-être un peu long, non? 10 minutes 16, ça aurait pu aller sur l'autre match de Diva, peut-être. C'est la feud qui veut ça. On va passer à la suite, messieurs. C'est Roman Reigns qui bat Randy Orton en match simple en 16 minutes 17. Alors, Brucey, c'est ton moment. À toi de commencer sur ce match. Et oui, parce que tu l'as pas bien dit, Roman Reigns. Il a donc battu Randy Orton. Donc ouais, non, mais c'était un petit peu le match attendu, vraiment tellement attendu que moi ça m'a fait chier, voilà. Parce que c'était du bon boulot, il y a rien à dire là-dessus, c'est vrai. C'était pas horrible à regarder.
Mais ça manquait le rythme et c'était tout écrit. On savait que Reigns allait prendre le RKO, qu'il allait s'en relever. Et puis la séquence finale, malheureusement, est toujours très très écrite. Et puis moi, j'ai toujours cette crainte maintenant, c'est que il est déjà réduit, je pense, déjà ce personnage de Superman, et faut pas en faire trop un synabis. Et j'ai l'impression que c'est un petit peu une formation accélérée vers ce sens. On va rentrer dans ce débat directement. Est-ce que le catch de Roman Reigns est trop stéréotypé? Est-ce qu'il devient un peu trop moi, oui, il n'y a pas photo. Classique. On connaît très bien la séquence, de toute façon. Oui, oui et oui. Voilà. Attention. Est-ce qu'on flirte avec quelque chose d'un peu trop proche de Cena, Renaud? J'ai envie de dire attention. Ah Je oui. rejoins totalement Brousty. Il est booké en mode Superman, il n'a pas beaucoup de prises. Ça, c'est le genre de personnage qui, à la longue, peut lasser les gens. Donc, ok, il a de la gueule, il a tout ce qu'il faut. Roman Reigns, on l'a déjà dit, on va pas non plus l'enterrer, le monsieur. Attention, il est très bon, hein, il est très vif et moi j'aime beaucoup comme il enchaîne ses prises. C'est très bien fait. Les spires, les droits, tout ça, c'est très bien fait. Mais attention, parce que c'est vraiment le genre de personnage qui peut lasser les gens à une vitesse grand V. Donc, à suivre. C'est le principe des babyface, hein, parce qu'ils ont justement un jeu qui est très scripté, qu'on connaît par cœur. Quand tu prends Senna ou même Sheamus par exemple, c'est tout le temps la même chose. Mais Avec Sheamus, c'est un petit peu plus de prise quand même, on est d'accord aussi. Il a un peu plus de prise, mais c'est en même temps, c'est ça qui marche à la WWE. Hein. C'est pour ça que Roman Reigns est un peu plus mis en avant que Dean Ambrose et Seth Rollins. J'avoue que la rivalité Dean Ambrose et Seth Rollins est bien plus intéressante que ce que fait Roman Reigns actuellement. Qui est-ce qui n'a pas encore parlé de ce match? Thierry, non? Et Gus aussi, ouais. Et Gus aussi. Bah, Gus, tu enchaîneras après Thierry. Roman Reigns et Randy Orton, je rejoins Brousty, c'est un match qui est pas horrible à regarder. Par contre, Randy Orton, je commence vraiment à me lasser de ses prises. C'est un gars qui me surprend plus du tout. Maintenant. Ouais, mais bon, ce qu'il y a, c'est que j'essaie de m'efforcer à trouver du bon en lui, mais ce qu'il y a, c'est que les seules fois où Randy Orton me surprend, c'est quand il place des RKO venus de nulle part. Sinon, voilà, la victoire de Roman Reigns ne me surprend pas non plus, puisque Roman Reigns c'est le Superman actuel, donc du fait qu'il pourrait lasser, j'attends de voir WrestleMania 31, et après je pourrais éventuellement donner un avis s'il m'a lassé ou non. En attendant, pour le moment, je m'en lasse pas, donc je continue à regarder. Gus. Alors moi je voulais dire justement que j'avais peur pour Roman Reigns parce que j'ai peur que son push solo ne finisse à la fin par lasser le public. J'ai peur que ça ne fonctionne pas pour lui pour la suite. Je ne sais pas s'il touchera un titre de champion. Je ne sais pas si ça continuera à fonctionner parce que moi ça y est, personnellement, je me suis complètement lassé du personnage Roman Reigns que je trouve impressionnant in ring, mais il lui manque cette aura qu'il aura peut-être que je me trompe, je le souhaite hein, en tout cas me tromper parce que je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de potentiel, mais j'ai peur que la sauce finisse par ne plus prendre avec le public et donc j'ai peur que le dépush pour lui soit terrible. Bah, honnêtement, je le verrais pas en dépush, Roman Reigns, bizarrement. Ça peut aller très vite, hein, on a vu Ryback. Mais je pense que de toute façon, la WWE a toujours un petit plan de prévu et il y a toujours moyen d'étoffer le personnage. Hein. Moi, je suis moins inquiet que vous concernant Roman Reigns. Oui, puis, excuse-moi Pierre, mais je trouve ils ont quand même bien travaillé, même si c'était au sein d'un groupe, dans le Shield. Là, tu faisais la petite comparaison avec Ryback. Ryback a été très vite mis en avant, même si c'était au début avec des jobbers. Bon, après, ils l'ont mis en avant très vite parce que John Cena aussi s'était blessé au coude et avait laissé sa place dans un In the Cell match au pay-per-view. Là, Roman Reigns, il a été quand même préparé. Bon, là, maintenant, il s'installe tout seul aussi en solo. On va attendre un petit peu. Mais c'est vrai que ce personnage-là, ça a tendance à très vite lasser. Et pour revenir très vite sur le match, parce que je n'ai rien dit concernant le match en lui-même, je l'ai trouvé assez lent au début, le temps de se mettre en place. Mais ça, c'était logique, hein. Roman Reigns, Randy Orton, je m'attendais pas non plus à ce que ça parte à 100 à l'heure dès le début. Il y a toujours une mise en place. Mais après, quand c'était lancé, j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé que c'était un combat solide avec des bons enchaînements. Et il fallait à tout prix une victoire à Roman Reigns en solo. C'est son premier pay-per-view en solo. C'est SummerSlam, c'est Randy Orton qui a un grand CV, donc c'est très bon pour lui et à voir pour le reste. Je pense qu'il n'y a plus rien à dire sur ce match, on va pouvoir passer au gros morceau. Je pense qu'on va parler beaucoup de ce match. C'est Brock Lesnar qui bat, qui défonce, qui détruit, qui n'était pas loin de le faire saigner, de lui uriner dessus et de lui vomir dessus. Enfin, de le faire vomir, pardon, excusez-moi. Ce massacre. C'est un massacre. Oui, voilà, c'est un massacre. C'était un match simple. C'était un squash de 18 minutes. Attendez, c'était un match simple. C'était pas un ODK ou quoi que ce soit. Hein. Et donc, c'est un match simple pour le titre WWE World Heavyweight. Et donc, Brock Lesnar devient champion après 2-3 ans depuis son retour. 2 ans, je pense. Hein. Il était là après WrestleMania 28. Voilà. C'est ça.
C'est 10 ans après son dernier titre, en effet. Renaud, qu'as-tu pensé de ce match? J'ai trouvé ça incroyable. Bon, je me suis fait un peu chier devant le match, j'avoue. J'étais très fatigué aussi au moment où le match était diffusé à la télévision. Et le booking ne m'a pas donc aidé à rester bien frais devant le pay-per-view, devant ce match surtout. Mais ouais, c'est incroyable. C'est incroyable, se faire rouster comme ça. J'ai jamais vu un top face, un top guy de la fédération se prendre la misère comme ça. Que ça soit Hogan, Le Rock, Austin, dans toutes les époques. C'est jamais arrivé ce truc-là. Et en plus en pay-per-view, en main event, non, je suis resté sur le cul. Je suis encore sur le cul aujourd'hui. J'ai du mal à m'en remettre de ce match-là. Il y a eu 16 German suplex de Lesnar. C'est hallucinant à quel point John Cena a pris une rousse. Il avait pris une rousse déjà à Extreme Rules 2012. Il avait saigné très vite. Là, il a pas saigné, mais alors il s'est littéralement fait détruire. Et je me demande même comment la WWE est venue lui expliquer qu'ils allaient faire ça. Quoi. Je sais pas comment ça se passe dans ces moments-là. Je sais pas comment Cena peut rentrer dans ce match-là bien mentalement. Mais wow, ça va marquer dans le mauvais sens pour certains, dans le bon sens pour d'autres. Quoi qu'il arrive, c'est marqué au fer rouge SummerSlam 2014, ce main event, quoi. Ça c'est clair. Thierry, est-ce que tu es d'accord avec Renaud? Complètement d'accord. C'est vrai que ce match, j'ai été surpris de le voir que ça venait que d'un seul sens, c'est-à-dire que Brock Lesnar a littéralement détruit John Cena, et c'est vrai que ce match a un peu été la révélation d'une nouvelle ère qui a commencé à la WWE, l'ère de Brock Lesnar. Ce match a montré que t'as beau porter une casquette rouge et dire never give up, quand t'es face à quelqu'un qui a été champion de l'UFC et qui a battu la streak de l'Undertaker, bah tu peux rien face à lui, quoi. Et pourtant c'est vrai que je m'attendais à un match serré entre les deux, avec John Cena qui nous sort sa revanche et qui sera à deux doigts de gagner et tout, mais pas du tout. C'est Lesnar qui a enchaîné les coups, et c'est vrai qu'il a bien failli le faire signer, puisqu'à un moment il avait tellement enchaîné au sol et on voyait que vraiment qu'il mettait de vraies droites, quoi. Donc c'est un match, même s'il était choquant, j'ai beaucoup aimé le regarder. J'étais un peu plus frais que Renaud d'ailleurs, puisque lui apparemment était moins frais que moi. Mais franchement, ouais, très très bon match. Ça annonce bien la suite des événements, quoi. Alors, Top Level dit sur Twitch que Lesnar en 4 mois est devenu plus grand avec sa victoire sur Undertaker et cette victoire à SummerSlam. Justement, ça pose quand même la question, est-ce que Brock Lesnar devient trop fort? Il n'y a pas de catcheur trop fort parce que au final, il finira bien par perdre. Thibaut, tu ne t'es pas encore exprimé sur ce match. Qu'as-tu à penser? Alors, qu'est-ce que j'ai à penser? Que c'était déjà un pur massacre. Déjà, il y a rien à dire. Mais as-tu aimé ça? J'ai adoré ça même. J'ai vraiment senti les coups, et dès que Lesnar portait une German suplex, j'étais oh mon Dieu, il va le massacrer. C'était magnifique. Franchement, j'ai adoré. T'as eu un orgasme, Thibaut? Oui, j'ai eu un orgasme. Et ce que j'aime Merci bien avec pour cette précision. Ce que j'aime bien avec Lesnar, c'est que justement, contrairement à Cena, il se considère pas comme un catcheur. C'est un athlète. Il est là pour la compétition et pour montrer ce qu'il est. C'est une brute, quoi. On l'avoue direct, c'est une brute. Et ce qui me fait rire, c'est justement le déroulement du match. Pendant tout le long, on a eu Brock Lesnar en train de maraver Cena en enchaînant des suplexes, des German, des verticales, etc. Et au bout d'un moment, t'as Cena qui se ramène et qui fait son attitude adjustment. Les deux gars sont à terre. L'arbitre compte. Alors moi, je commence à me questionner et je me dis, Lesnar n'arrive pas à se relever d'un attitude adjustment alors qu'il a matraqué Cena pendant tout le long du match. À ce moment-là, je me suis dit, c'est quoi la logique de ce match? Ah, mais ça, faut élever la suspension of disbelief, ça au bout d'un moment. Mais c'est là que ça m'a contredit, c'est que Lesnar n'était pas KO. Il s'est foutu de la gueule de Cena. Il s'est relevé à la Undertaker. Ah, ça c'était un double signe, ouais, il s'est relevé avec le sourire et il s'est relevé en trottinant, genre l'air de rien. Non, ça me fait rien, quoi. On peut pas battre Lesnar. Et bon, bien sûr, il va se faire battre d'un jour ou l'autre, mais je pense que Lesnar, c'est vraiment le gars du moment parce que ce n'est pas un catcheur, c'est un athlète. Il est bon dans tout. La question que je voulais poser, est-ce que ce match signe un déclin de John Cena? Est-ce que ce match peut marquer une sorte de progressif, un peu recul de John Cena, ou est-ce que c'est juste un point dans l'histoire comme ça? Qui est-ce qui n'a pas encore parlé? Je crois que tout le monde a parlé. Genre moi. Ah Brucey, vas-y Brucey. Déclin de John Cena, c'est vrai qu'on peut se poser la question, et moi aussi, j'avoue, je me suis posé la question, donc tu fais très bien, t'es l'animateur, c'est vrai.
peut se demander, parce que c'est quand même la tête de proue de la fédération encore, hein, c'est quand même la tête d'affiche de le show à Paris, là, en novembre prochain. D'ici là, je crois que son matricule sera encore plus écorné, parce que sachant qu'il y a quand même un rematch à Night of Champions. Il faut pas espérer que ça soit le même scénario. Mais le problème, c'est que dans ce match, on peut faire le comparatif aisément avec ce qui s'est passé entre Lesnar et le Taker à WrestleMania, qui était un match qui dans l'ensemble a beaucoup déçu parce qu'il était relativement équilibré. Alors que là, on remarque que quand c'est Lesnar qui a la main sur tout le match, c'est assez marquant. Ça fait penser à Extreme Rules en 2012. Bon, Cena avait gagné au bout, mais c'était presque la même chose. Excuse-moi, mais je pense vraiment pas que le match Undertaker-Lesnar était équilibré. Bon, malheureusement, c'est parce que justement, le Taker avait eu une commotion durant le match et avait pas fait grand-chose, mais continue. Ah oui, après, il y a eu des conséquences, oui, bien sûr. Ouais, bon, moi, je sais pas, je l'avais senti équilibré. Ah ouais, si. En fait, c'est sûr qu'il est plus équilibré que le match contre Cena. Et puis, le problème qu'il y avait eu dans ce match, surtout désigné, c'est que c'était une succession de finishers un peu mal embarqués et que ça avait endormi un peu tout le monde, jusqu'au tombé final, quoi. C'est le tombé final a mis une grosse claque à tout le monde, quoi. Là, c'était pas la finisher fest. On a bien le F5 au bout de 30 secondes, on a bien un attitude adjustment, bien sûr. Mais c'était assez différent. Voilà, on n'était pas du tout dans le cas d'un finisher fest, en effet. Peut-être qu'ils le feront la prochaine fois. Kevin Fejes est lui un peu plus sévère avec ce match. Il dit que c'était lamentable et inadmissible, honteux même, de voir cela en main event. 16 minutes de torture pour nous comme pour Cena. Il s'est senti obligé de faire une avance rapide, donc il n'a pas fait le pay-per-view en live déjà. Oh, le pauvre fan de Cena, le pauvre. Non, il est tout triste parce que la Sénation a perdu. Je pense pas. Franchement, je vais te dire, je vais sortir un peu de mon rôle d'animateur. Moi, je n'ai pas aimé du tout ce match. Ah merde. J'ai eu pareil, le même sentiment qu'à Extreme Rules 2012. C'est pas le genre de match qui me divertit, c'est pas le genre d'opposition qui m'intéresse. C'est intéressant pour l'histoire, c'est intéressant de voir une telle destruction comme ça, mais c'est pas un match que je retiendrai, c'est pas un match où je vais revenir dessus volontairement. Si, je vais le retenir, mais je veux dire, je vais pas le mettre dans mon top, quoi. C'est pas. T'es obligé de te rappeler de ce match-là. Attends, t'as vu la physionomie du combat, mais oublie le fait que j'ai dit que j'allais pas le retenir. Je vais le retenir. Enfin, voilà. Par contre, Tata, je fais juste une petite remarque. Lesnar et toi, c'est toute une histoire. Ah, mais Lesnar et moi, voilà. Non, mais c'est pas le genre de match que j'aime bien, et du coup, c'est pas le genre de match que je trouve vraiment bon à regarder. Enfin bref, c'est pas grave. Ouais, non, mais là c'est historique. C'est Cena qui se fait littéralement péter la gueule. Non, mais je suis totalement d'accord. C'est le match en lui-même, sa qualité, je le trouve pas bon. Oui, non, mais là, on s'en fout de la qualité du match. Ce match-là, il rentrait dans l'histoire comme étant le match où John Cena a rien fait. Ah oui, non, mais je suis absolument d'accord. On se rejoint tous sur ça. Hein. On se rejoint. C'est pour ça que je pose la question. Que la qualité soit mauvaise ou pas, le match est déjà dans l'histoire de la WWE. Ça, c'est clair et net. Ça aurait pu être un peu plus. Enfin, il y a toujours des petits trucs qui me dérangent, mais c'est pas grave. Franchement, mais on est tous d'accord pour dire que voilà, quoi, c'est incroyable. C'est du jamais vu, quoi. Vas-y, Thibaut. Oui, je crois qu'en fait le souci avec ce match, c'est qu'en fait ça consistait simplement à dire Lesnar bute Cena. Alors que dans un match au pif, on peut s'attendre à de la compétition, à quelque chose, quoi. C'est improvisé ou quoi que ce soit. Non, là, ils ont vraiment insisté à ce que ce soit Lesnar qui bute. Et c'est peut-être ça qu'en fait qui fait moins l'esprit de compétition. Pierre, t'avais dit que tu trouvais que ce match n'était pas divertissant, mais justement, c'est ça qui rend le match intéressant, parce que c'est met mal à l'aise, et ça c'est très bien. Voilà, et puis surtout, ça montre vraiment la loi du plus fort, ça montre un peu la réalité. C'est que si Cena affrontait Lesnar dans un vrai combat en vrai, Lesnar se ferait défoncer par Cena se ferait défoncer par Lesnar. Voilà. Mais je suis d'accord avec tout ça, c'est quelque chose que je trouve au niveau scénaristique, c'est très bien fait. Mais c'est pas quelque chose qui personnellement me plaît, tu vois, c'est une fois que j'ai mis toutes les qualités en avant, faut quand même dire que ce match en main event de SummerSlam, c'est pas très glamour. Je te rejoins. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, c'est pour l'opposition. C'est pas glamour, mais en tout cas, c'est vraiment une surprise. C'est impressionnant.
Et je m'excuse Ouais, auprès de d'accord. Kevin Fages, s'il est fan de Cena, Non. je le respecte totalement. Mais voilà, donc lui il disait que justement la streak du Taker, le titre suprême, c'était peut-être un peu trop pour Brock Lesnar alors qu'il fait que 4 combats dans l'année. Mais bon, c'est le principe du gars, quoi. Bah, c'était comme à l'époque C'est du le Rock. Hein, c'est le principe du mec. C'est le mec qui n'a plus rien à prouver. Il peut Ouais. venir faire des main events et au revoir, quoi. Exactement. Puis bon, déjà, c'est un truc qu'on pensait pas le voir, par exemple, à la Nuit des Champions. À la base, s'il aurait pas été champion, je pense pas qu'il serait à la Nuit des Champions, Lesnar. Donc ils peuvent modifier, ils peuvent s'arranger avec lui. C'est un mec qui venait pour les pay-per-view du Big Four, même s'il a jamais revenu pour Survivor Series depuis qu'il a re-signé. Mais bon, il était déjà revenu pour le Rumble Est-ce WrestleMania. que Survivor Series est un peu pay-per-view du Big Four encore? Ah ben toujours historiquement. Plus ou c'est moins, vrai que- historiquement, ouais. Oui, voilà. Après, il a beaucoup baissé, mais historiquement, il est toujours. Mais voilà. On peut modifier les choses, on s'arrête pas sur des contrats, des fois on peut parler, là la preuve, il sera là pour la Nuit des Champions, il n'y a pas de souci là-dessus. Puis en plus il est accompagné par Monsieur Heyman, je dis bien Monsieur Heyman, tant j'ai du respect pour cet homme. Donc Paul Heyman peut très bien prendre le micro des fois où il est pas là, et Paul Heyman fera la feud pour lui, il n'y a pas de problème. Même quand il est là, de toute façon c'est Paul Heyman qui parle. Oui, D'ailleurs, Paul Heyman, lui, vraiment, le succès lui colle à la peau, c'est phénoménal quand même. Hein. Ryback et Curtis Axel sont pas très d'accord. D'accord, oui, c'est sûr qu'il y a quelques ratés au milieu, mais quand on sait que ces deux derniers poulains, je dirais, au niveau, c'est CM Punk et Brock Lesnar. Donc, oui. En parlant de carnage, oui. Sin Cara était en sang pendant le main event de Triple Mania. c'est le fameux point Sin Cara. Hein. C'est le point Sin Cara, merci. C'est le point Sin Cara. Et on n'aurait même pas imaginé ce qu'il aurait donné face à Brock Lesnar. D'accord. Petite dernière question qu'on a eu de Bibou qui demande si ce SummerSlam amorce la fin de la PG era, avec ce main event en particulier, quoi. Bon, non, je pense que de toute façon la PG era n'a pas lieu d'être. La PG era, elle existe déjà presque plus parce que les matchs sont quand même beaucoup plus violents qu'à une certaine époque. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Depuis qu'il y a les Wyatt qui sont arrivés, le Shield qui sont arrivés, des gars comme ça, il s'est passé quand même beaucoup de choses. Je trouve qu'il y a beaucoup de choses beaucoup plus violentes. Là, il y a Stéphanie qui nous a dit bitch aussi à Raw dans sa feud contre. Moi, je me rappelle c'est des choses qu'on voyait pas. Ça, hein. Du fameux match à TLC qui avait été. Je pense que Jesse de Breaking Bad était assez jaloux. C'est vrai, non, mais c'est vrai que c'est voilà, ce match-là, Lesnar qui est arrivé. Il y a plein de choses quand même qui sont passées. Batista qui revient, qui était vraiment contre la PG. Il était parti pour ça. Là, il est revenu. Triple H qui est beaucoup plus aux commandes. Triple H qui a été, voilà, lui, l'attitude era, il connaît très bien. Tu sens quand même que c'est moins PG et peut-être que depuis qu'à la Network, ça le sera encore moins. Parce qu'à un moment donné, au summum de la PG era, c'était R-Truth qui te mettait un coup de gobelet en plastoc et tu tombais KO, quoi. Donc quand ils faisaient les main events, on est quand même très très loin de ça maintenant. Après, très bonne comparaison, Renaud. Je pense pas qu'il y ait besoin de dire qu'il y a une era particulière. C'est plutôt sur la qualité du produit en général. Même l'attitude era avait ses moments débiles, quoi. Et je pense que toute époque a toute façon, toute époque a sa période. On va pas refaire une attitude era numéro 2. Ça ne sert à rien. C'est plus pareil. Les gens ne voient plus les choses pareilles en Amérique aussi. Donc c'est totalement différent. On ne pourra jamais avoir une nouvelle attitude era parce que déjà à l'heure où on est avec les réseaux sociaux, etc., si on fait l'ultra-violence dans un truc qui est vraiment basé sur Il y a Top Level qui dit quelque chose d'intéressant là sur le chat. Qui dit que c'est le meilleur, oui. Ouais. Que Lesnar est le meilleur en ce moment. C'est le meilleur en ce moment, pas forcément qu'en termes de booking, mais surtout c'est celui qui donne le plus envie de se poser devant un show de la WWE. Bah, je pense qu'il a raison et on va arrêter ici les débats et on va plutôt faire un bilan avec les notes du pay-per-view. Et n'oubliez pas encore de réagir au WR Live. Hein, voilà, vous pouvez encore, de toute façon, le podcast n'est pas tout à fait terminé, hein, on est sur la fin, mais pas tout à fait. Bruce, ma calculette se prépare. Pendant ce temps-là, vous préparez vos notes et je vais vous interroger un à un pour savoir vos notes et votre avis global sur le pay-per-view. Gus, tiens, vas-y, commence. À chaque fois que tu me dis en premier, j'ai pas encore défini complètement ma note. Bon, Renaud. Je vais mettre 7. Je vais mettre 7 pour le très bon Lumberjack, le Wyatt Y2J qui était au-dessus de Battleground. Un opener plutôt bon et ce main event qui est un ovni, hein, même dans le mauvais sens du terme ou dans le bon sens du terme, c'est selon. Mais c'est quoi qu'il arrive, voilà, c'est marqué au fer rouge. Donc 7 pour. J'ai passé une bonne soirée devant le pay-per-view. Bruce. Moi, ça faisait deux SummerSlam mine de rien de suite que je ratais, donc pour une fois que j'en ai vu un, ça faisait longtemps. Donc je lui mets 5. Il y avait de la qualité. Petite surprise quand même avec Page bien sûr, voilà, 2 changements de titre mine de rien, non 3 carrément, donc fallait vraiment pas être champion dans ce pay-per-view. C'était pas mal mais bon sans plus quoi, donc 5. Thierry. Moi je lui mettrais 8, déjà parce que je trouvais que le pay-per-view était bon dans l'ensemble. Il y avait de la qualité dans presque tous les matchs, même celui de Roman Reigns et Randy Orton, celui qui m'a un peu moins plu. Surtout qu'il y a eu aussi beaucoup de surprises, hein, comme dit Bruce T ou Renaud, 3 changements de titre et aussi la raclée de Cena face à Lesnar. Donc rien que pour ça, pour moi, ça mérite un bon 8. Thibaut.
Moi, je mettrais 6 parce que c'est un bon pay-per-view, mais je pense qu'il y a ce souci de durée entre chaque match en fait. Parce que j'ai l'impression qu'en fait tous les bons matchs où ça assure, c'est vraiment les matchs les plus courts. Alors que tu as des matchs à rallonge comme Roman Reigns, Orton ou Brock Lesnar, Cena, qui prend pas mal de temps et pour pas grand chose. C'était des bons matchs, mais ils étaient banal et du coup c'est dommage parce que j'aurais bien vu un peu plus oui c'était un peu plus j'aurais vu un peu plus avec Rollins et Dean Ambrose par exemple, mais pour moi c'est dommage, c'est une question de durée en fait que je trouve. Il est bon mais je pense que les matchs ne sont pas assez longs. Ouais, désolé pour cette interruption, c'était mon point grammaire nazi. Gus, alors moi ce sera comme Renault 7, un 7 sur 10 tout simplement. Comme il a dit, il y a eu des surprises, tous les titres ont changé de main, Page est devenu champion à la surprise générale, Ziggler champion, c'est très très bien. J'aurais pu mettre 8 mais j'ai été tellement déçu par la fin de Rollins Ambrose que j'ai pas voulu mettre 8. Et voilà, donc vraiment un très bon cru, et puis ce main event qui est complètement dans l'histoire de la WWE maintenant, quoi. Moi je vais lui mettre 6,5 parce que globalement j'ai bien aimé ce show, j'ai bien aimé ce SummerSlam, mais j'ai toujours eu l'impression d'être entre deux chaises, le cul entre deux chaises sur chaque match. Des petits moments où j'étais un peu frustré, que ce soit Seth Rollins, Ambrose, ou bien le match final. Voilà, c'était un peu comme ça, mais 6,5 parce que c'est un bon SummerSlam et le main event est impressionnant, même si niveau spectacle, je n'ai pas trop aimé. Voilà. Brucey, est-ce que tu as la moyenne? Felindra, tête de tigre. Ça fait 6,583 précisément. 6,6 en arrondissant. Je vais dire vite fait la note de Kevin Feige qui avait mis une note sur Facebook. Pour lui, c'est 3,5. Il est sévère avec le pay-per-view. Il met 3,5 pour l'opener et le Wyatt versus Jericho qu'il a bien aimé, mais le reste est à oublier pour lui. Un peu sévère. Hein. D'ailleurs, voilà. Il y a une petite précision au sujet de Page. C'est vrai que c'était son anniversaire le soir du pay-per-view. C'était peut-être son petit cadeau, je sais pas. C'est plutôt bien pour la rivalité d'ailleurs. Hein, mais voilà, c'est vrai que c'est son anniversaire, donc ça fait un petit cadeau comme ça. On va parler rapidement de Raw qui s'est passé le lendemain donc de SummerSlam avec un événement, c'était plus pour introduire Brock Lesnar en tant que champion plutôt qu'autre chose, mais il y a une nouvelle ceinture avec le logo un peu plus esthétisé que la WWE. Parce que la nouvelle ceinture, elle est nouvelle. Il n'y a plus deux ceintures, c'est tout. C'est juste pour dire que voilà quoi, le WWE World Heavyweight Championship n'est plus qu'un seul et même titre. Oui. Ce n'est plus les deux anciens. Mais globalement, c'est la ceinture WWE qui est un peu rajeunie avec le logo actuel, quoi. C'est voilà. D'ailleurs, à ce titre, je propose 1 minute de silence pour la disparition du titre poids lourd. Non, ce sera trop long, 1 minute. Bon, non, mais c'est pas une remarque de Thierry, parce que c'est vrai qu'on a vraiment la sensation qu'il n'y a plus que le titre de la WWE, mais bon, ça avait déjà un petit peu avant, honnêtement. Le titre de World Heavyweight qui avait donc 12 ans. Il a été introduit en 2002, il me semble. Il est né avec SmackDown. Il avait donné Bischoff l'avait donné à Triple H un soir d'Euro quand le titre WWE était parti à SmackDown. C'était en 2002, c'est ça? C'était en 2002. Ouais. Donc il faut savoir que le titre aussi était anciennement le titre WCW. Oui, voilà, il est arrivé en 2001 avec Booker T, mais il avait disparu, et quand il est revenu en World Heavyweight, version soi-disant de la WWE, il avait donné à Triple H pour qu'il y ait un champion à Raw. C'est donc Triple H, et un champion à SmackDown, c'était Brock Lesnar à l'époque. Encore lui. Enfin, le Rock, et puis après Lesnar l'avait battu très vite. Ouais. Tu peux rien, Thibaut, contre Wikipédia, laisse tomber. Ouais. Donc, d'ailleurs, une petite question pour Renaud. Est-ce qu'il reste encore une ceinture qui a une descendance de WCW? Il y a la US, mais ils ont tellement transformé. Ouais. La US, elle était à la WCW, puis elle a tellement changé. Tout, oui, mine de rien, donc. Mais ce qui s'est passé, c'est que la US était revenue après dans un tournoi. La finale avait eu lieu à Vengeance 2003 entre Chris Benoit et Eddie Guerrero. C'est Stéphanie qui l'avait ramené à l'époque à gérer SmackDown. Donc cette version-là de la US date de 2003, j'ai envie de te dire. Donc c'est un peu plus quand même version WWF. Mais sinon, oui, la WCW avait la ceinture US aussi, bien sûr. Mais il y a eu un match, Dean Ambrose contre Seth Rollins, qui s'est terminé avec des blocs, comment on dit, dur comme de la brique. Ouais, c'est un match dur comme de la brique. Ouais, ça finit dans des parpaings. Ça annonce une sorte de pause dans la rivalité, vu qu'Ambrose s'est quand même pris le finisher de Rollins sur un bloc de parpaing. Le match quand même est le point d'orgue de la rivalité. Il était très bon. Je sais pas pour vous, Thierry.
Oui, il était excellent ce match. Est-ce qu'on n'aurait pas dû avoir ce match au pay-per-view, justement? Voilà, beaucoup se posaient la question. Justement, pas forcément, parce que c'est vrai que pour ce qui est du Lumberjack, juste petite note personnelle pour moi, je trouvais que ce match représentait bien le personnage de Dean Ambrose, un gars qui aime foutre le bordel. Je m'en suis contenté de ce match à SummerSlam, mais c'est vrai que le match de Raw était aussi très très bon, même si la fin était plutôt assez dure pour les fans de Dean Ambrose, mais honnêtement, ce match, je l'ai tellement apprécié que il fait partie de mes matchs préférés de 2014, quoi. Thibaut. Franchement, j'ai adoré ce match, bien sûr. C'était un excellent main event, mais je reste déçu par rapport à la fin parce que, évidemment, intervention de Kane, une fois de plus. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui fait tâche au match parce que, bon, bien sûr, le gros final avec Dean Ambrose qui fait son curb stomp sur le béton, enfin sur le ciment. Et c'est excellent et c'est très hardcore, mais j'aurais voulu une finale loyale, quoi. Une finale loyale. Bon, après, c'était un match sans disqualification, donc Oui. il a utilisé tous les moyens possibles. Qu'est-ce que vous pensez du gimmick d'Ambrose, pardon? Bah, des deux, tiens, de Seth Rollins et d'Ambrose. Parce qu'ils sont un peu plus originaux, excusez-moi, que le reste du roster. On a Dean Ambrose qui est un peu fou, enfin, qui est présenté comme fou. Et Seth Rollins qui se la joue un petit peu Cerebral Assassin sur les morts. Je sais pas, Bruce Lee, qu'est-ce que t'en penses? Bah, c'est vrai, ton analogie est assez bonne parce que Rollins l'a dit récemment, demain, il étudie beaucoup auprès de Triple H et Stephanie McMahon et Randy Orton. Donc bon, en même temps, c'est ceux de son clan, c'est vrai, mais voilà, il étudie vraiment en plus à l'extérieur aussi comment ils se comportaient. Et c'est vrai qu'il tient bien les deux, je veux dire, ça leur colle, ça leur va très bien ces rôles parce que Ambrose, on le sait, de ses années CZW, il a besoin d'être un taré, lui. Tu peux pas le mettre normal parce que sinon, ça sera pas le vrai. Donc autant le mettre comme ça. Il est absolument parfait, y a rien à dire. Rien que là, d'ailleurs, même après, ils l'ont même pas vendu complètement blessé. Ils l'ont vendu se barrant de l'hôpital. Donc autant dire que ça reste un fou et c'est absolument parfait, je dirais, parce que c'est vraiment ça. Et puis ça donne des matchs endiablés. Et puis Rollins. Il était un petit peu comme ça déjà à la ROH à une époque, donc autant dire qu'il est parfait aussi. La rivalité a une pause, mais bon, on est certain qu'elle va repartir. Ça... Enfin, je pense que vous êtes d'accord avec ça, quoi. Top Level sur Twitch dit que c'est un bon match de portugais. Merci. Voilà, c'était juste pour la blague, voilà. C'était beau. Merci Top Level. Et franchement, il est gay des podcasts quand même. Ben, je pense qu'on a terminé autour d'Euro. Déjà, on va rappeler les différents endroits où vous pouvez retrouver Wrestlers Radio. Donc, il y a le Twitter avec @Wrestlers Radio avec Gus qui nous a fait le live tweet un petit peu de ce podcast pendant toute la soirée. Il doit y avoir des fautes d'orthographe. Ouais, il y a des fautes d'orthographe. Bon, vous l'excusez, c'est Gus, mais c'est pas grave, on passera derrière. Sur le Facebook, donc Wrestlers Radio. Le compte YouTube, abonnez-vous sur le compte YouTube. On n'est pas loin des 100 et on pourrait passer plutôt sur des lives, plutôt sur YouTube. Ça nous arrangerait. Donc, essayez de vous abonner sur le compte YouTube de Wrestlers Radio. Donc, si vous écoutez ce podcast en différé, normalement, c'est juste en dessous. Enfin, vous trouverez sur YouTube assez facilement. C'est disponible aussi sur iTunes. Grâce à notre ami Maxime qui participe moins au podcast mais qui fait toujours partie de l'équipe. Des partenaires avec le site FNLutte qui diffuse toujours les interviews qu'on fait. Prochainement, on va avoir Marc Sébien en interview. Vraiment la semaine prochaine, on vous tient. Courant de la semaine prochaine, en tout cas, ce sera là. Voxcatch avec les reviews de SummerSlam par moi-même, la review de Bruce Lee sur le show Triple Mania, le show de la AAA. Pour dire en français. Avec El Patron, oui. Voilà. Merci. Avec Del Rio El Patron et l'annonce que Mysterio sera bientôt dans cette fédération, donc une fédération à surveiller. On a aussi le forum sur le jeu WWE 2K14 qui passera bientôt à WWE 2K15, qui est Wrestling Evolution League. Donc c'est un forum PS3. Uni fédération, voilà, PS3, et pour 2K15 ce sera PS3 et PS4, ils ont annoncé cela récemment. Le forum Catch Asylum, qui est toujours partenaire, la radio Revolt et le site Wrestling Original, on les remercie d'être nos partenaires. Ils sont bien sympas. On peut redire Voxcatch. Ouais, Voxcatch, enfin voilà, parce qu'ils nous hébergent. C'est voilà, c'est notre seconde maison. Ouais, le forum Wrestles, non, je crois aussi. Le forum Wrestles. Oui, mais le forum Wrestles, c'est même plus un partenaire, c'est nous. Ah oui. Non, mais c'est moi, mais faut le rappeler quand même. Oui, voilà. Vous pouvez aller sur Wrestles, wrestles.fr, c'est notre forum. Vous pouvez nous y retrouver. Donc, prochainement, on vous a dit l'interview de Marc Sébir. Il y aura aussi Impact Wrestles qui sera sur les shows, je ne sais plus lesquels. Le show Hardcore Justice qui s'est déroulé ce mercredi, donc on enregistre ça très vite. Hier.
Et le prochain Late Night Racers qui sera toujours en live vu qu'on reste en live, nous y sommes, nous y resterons. Ce sera sur Night of Champions qui déroule le 21 septembre et du coup le jeudi après le pay-per-view, le 25 septembre, on sera là en live. Ah oui, petite précision et bon, on verra la date ultérieurement, mais un peu à la même époque, il y aura aussi Next Gen Wrestlers parce qu'il y aura Takeover 2 qu'on a évoqué, je crois, un peu plus tôt aussi dans le show. Et regardez-nous ce show s'il vous plaît, il risque d'être exceptionnel et en plus on aura notre père français qui devrait catcher. Oui, voilà. Ouais, c'est assez exceptionnel, mais c'est pas grave, hein, tant qu'ils sont là, c'est déjà ça. Ils y seront. Voilà. Donc le prochain, le Takeover 2, qui sera donc dans Next Gen Racers. Je vais y arriver. Voilà. Je pense qu'on peut se laisser là-dessus, messieurs. Merci d'être venus. Merci d'avoir participé à ce podcast. Et un grand bravo à merci à ceux qui nous ont Thierry et suivis. Thibaut, surtout. Voilà. Pour leur première, ils ont été très stressés, ça s'est un petit peu ressenti. C'est pas grave. Première en live, en plus, ils font leur première en live, quoi, donc. En live, quoi, donc bon, voilà, quoi. Moi, je tiens. J'ai déjà fait de la radio, ça va. Je tiens à les féliciter. Voilà. Bravo les gars. Bravo les gars, vous pouvez. C'est un plaisir, merci. Maintenant, vous pouvez aller chercher le café. J'ai soif. On remercie aussi ceux qui étaient là pendant le live. On pense notamment, il y avait Bibou, Top Level qui était là. Merci les gars. Brasil nous a suivi aussi sur Twitter un petit peu au hashtag WRLive. Et donc il y avait aussi SX du Roman Empire qui était là. Donc on vous remercie de nous avoir suivis. On se retrouve pour le prochain Night Racers et d'ici là, portez-vous bien. Et à la prochaine. Bisous. À la prochaine. Zoubi. Ciao. Ciao. Salut les amis. Et viva Nikki.